moi, ça a planté là. Ok. Ok, bienvenue à tous et à toutes. Oui, oui. N'oubliez pas Bienvenue. de parler tout doucement pour le traducteur parce que sinon. N'oubliez pas de désactiver vos micros. Ne parlez pas. Bienvenue à tous. Bienvenue. On est en train d'accueillir, on vous accueille les uns les autres. On va petit à petit tous démarrer. On était en train de fixer les lignes d'interprétariat pour que vous puissiez tous et toutes entendre dans votre langue parler. Alors, bienvenue. Je vous invite, puisqu'on a un petit peu de temps avant que tout le monde se connecte, si vous voulez vous présenter dans le chat, ça peut être une bonne idée, dans le petit chat que vous avez en bas, là où il y a marqué discussion, vous pouvez simplement mettre un petit mot disant votre nom, prénom et d'où vous venez, par exemple. Comme ça nous permettra de découvrir un peu qui est avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat le temps qu'on puisse, que tout le monde se connecte et puis qu'on démarre cette Roda de Conversa ensuite ensemble. Mais bienvenue à tous et toutes d'ores et déjà. Voilà, on a Sandrine qui se présente. Du 85, bienvenue Sandrine. On a Francis. Alors, pendant que chacun arrive, n'oubliez pas, on vous l'avait peut-être déjà mis par mail, mais on va vous le redire ensuite au début. En bas à droite, vous avez un petit globe terrestre. Sélectionnez le français. Si vous ne parlez que français, si vous parlez français et portugais, vous n'avez rien à faire. Mais si vous ne parlez pas portugais, sélectionnez le français pour avoir la traduction quand cela parlera portugais. E se você só fala português também tem que selecionar a língua. Aí lá embaixo. Tem que selecionar português. Voilà, bienvenue à tous et toutes. Le temps que tout le monde nous rejoigne, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à nous dire d'où vous êtes. Tout nous intéresse. Boa tarde, meu nome é Paulo. Estou aqui do Movimento Meus Amores Vida de Maracanaú, no Brasil. Bienvenue, bem-vindo. Bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas, si vous voulez mettre des petits messages dans le chat pour vous présenter. Là, c'est super de pouvoir vous voir les uns les autres. Alors, je pense qu'on va attendre encore quelques minutes et puis ensuite on démarrera. Alors, j'ai une difficulté dans la langue portugaise. Hein? Alors, si vous voulez, vous parlez français, portugais? Ah, portugais. Alors, vous choisissez le portugais en bas. Voilà. Dans oui. interprétation, vous choisissez portugais. Vous allez avoir comme ça une traduction. No Globinho, João. Boa tarde, João.
Fala, Luiz. No Dans le globinho livre, é português. où? Embaixo, à direita, você tem Livre. La parole livre. É escrito em francês ou em português para você, João? J'entends bien les Français, mais je ne parle pas. Alors, pas de problème. Vous entendrez, vous entendrez tout, du coup. Parce que ça va Oui. français et portugais, voilà. Voilà. Mhm. N'hésitez pas à éteindre votre micro quand vous ne parlez pas pour pas qu'il y ait trop d'interférences. Voilà, bienvenue à toutes et toutes. On laisse tout le monde arriver, puis on va démarrer. Et merci, Fernanda. Voilà, n'hésitez pas à vous présenter aussi dans le chat, dire qui vous êtes, d'où vous venez. Vous pouvez voir qu'on vient d'un petit peu partout, de plein d'organisations différentes, de France, du Brésil, d'ailleurs. Alors, je vous propose qu'on démarre, parce qu'il est 19h15, et puis qu'on a envie de pouvoir bien profiter de nos invités. Alors, bienvenue à tous et toutes, au nom de la Coalition Solidarité Brésil. La Coalition Solidarité Brésil, c'est une coalition de 18 organisations de solidarité internationale françaises qui s'est constituée en décembre 2018 pour lutter contre la criminalisation des mouvements sociaux et appuyer les organisations et mouvements avec lesquels nous sommes en collaboration au Brésil. Et donc, depuis décembre 2018, nous menons des actions de sensibilisation et de communication ici en France et en Europe sur la situation au Brésil. Et on le fait en lien, bien sûr, avec beaucoup d'organisations. Et on avait envie, dans ce temps où l'actualité brésilienne est bien chargée en ce moment, on avait envie de prendre le temps de poser un regard sur cette actualité brésilienne, prendre le temps d'une roda de conversa, donc plutôt que d'une conférence, une conversation, un temps d'échange avec nos amis brésiliens, brésiliennes, qui sont là avec nous ce soir. Alors, je rappelle juste quelques consignes avant de laisser la parole à Glauber pour présenter nos invités. Donc, vous connaissez déjà bien Zoom, hein, mais je vous rappelle, merci de garder votre micro éteint pour éviter les interférences quand vous ne parlez pas. Si vous avez envie de prendre la parole quand on laissera un espace pour les questions, vous pouvez soit écrire votre question dans le chat, soit mettre une petite étoile dans le chat pour prendre la parole. N'oubliez pas aussi de sélectionner la langue, puisque nos invités vont parler en portugais. Si vous parlez portugais, vous n'avez rien à faire. Si vous parlez portugais et français. Si vous ne parlez que français, vous cliquez sur le petit globe en bas à droite et vous sélectionnez français. Et si você só fala português, você clica no botão embaixo à direita e seleciona a língua portuguesa. Voilà un petit peu les consignes. Donc, on va avoir tout au long de cette soirée 3 temps. On va commencer par un état des lieux de la situation actuelle. Chacun va nous parler de différentes réalités. On aura un second temps sur les mobilisations et les résistances, qu'on puisse entendre parler des résistances sur les territoires au Brésil aujourd'hui. Et puis, on terminera en faisant le lien avec nous ici en France, en Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi depuis la solidarité internationale? Voilà, pour vous donner un peu le panorama. Glauber, je te laisse
présenter nos différents invités. J'étais en mode couper micro, pardon, mon micro était coupé. Merci Floriane, merci à toutes et tous qui sont là, et notamment à nos intervenants et nos intervenantes. Juste un petit rappel, comme disait un peu Floriane, cette activité dans le cadre de la coalition, c'est aussi pour qu'on puisse développer ce que nous, on faisait dans le baromètre avec cette communauté de résistants et résistantes qui ont été lancés à partir de la publication du baromètre sur les droits humains au Brésil. Donc, n'hésitez pas d'entrer sur le site Internet de la coalition. On va vous mettre dans les chats pour que vous puissiez accéder au site. Bon, aujourd'hui, ce que nous voulons proposer, c'est une discussion, comme disait Floriane, plus informelle avec ces témoins des réalités brésiliennes, des témoins très forts parce que très ancrés dans la lutte quotidienne au Brésil, de résistance, une lutte pour un Brésil qui soit effectivement juste, démocratique et pour toutes et tous. On a aujourd'hui la chance d'avoir avec nous Luis Tenderin, d'Emmaüs International Recife, un militant pour l'éducation populaire qui est avec nous. On est content de les recevoir. On a également Christiane Katzer, d'Associação de Estudos de Orientação e Assistência Rural, ACOAR, militante aussi paysanne qui abordera aussi notamment les questions d'alimentation et d'agroécologie, l'accès à la sécurité alimentaire et l'agroécologie. On a Nívia Raposo, du Movimento Parem de Nos Matar, Arrêtez de nous tuer, et du réseau des mères et proches des victimes des violences d'État dans la Baixada Fluminense. Et on a aussi également Elisvan Guajajara, de l'articulation des peuples autochtones du Brésil, un militant notamment au sein du collectif autochtone LGBTQI plus Tibira, qui va nous parler aussi également de son expérience et de son regard de ses résistances au Brésil. Du coup, je ne vais pas prendre plus de temps que ça, juste un petit rappel à nouveau. L'idée, c'est vraiment qu'on partage ce moment de discussion en 3 temps et que vous, si vous avez des questions, plutôt des précisions après chacune des interventions, vous êtes invités à les faire. Cependant, on vous demande de laisser le temps du débat vraiment à la fin. Donc, à chaque moment qu'on arrête pour des questions, dans les scénarios actuels, résistance et rôle de la communauté internationale, rôle de la France, essayez de poser plutôt des questions de précision autour de ce qui a été dit par nos témoins que nécessairement ouvrir le débat. Et donc, du coup, on laisse la parole à nos intervenantes et nos intervenants. Et j'invite plutôt Elisvan à prendre la parole si il est avec nous parce qu'il avait des problèmes de connexion avant. Elisvan, você está aí? Je ne les vois plus. Je les vois encore. Juste pour rappeler, Elisvan est sur le territoire autochtone et donc, du coup, il y a une connexion Internet qui est un peu défaillante. Donc, je ne pense pas que je ne les vois pas là. Sinon, on peut passer à Luis Tenderin si ça vous va. Et en attendant qu'il Oui, on peut commencer. Alors, peut-être, du coup, Luis, si tu veux bien démarrer. On va commencer par un petit état des lieux, donc petit diagnostic. Si tu peux nous parler un peu depuis ce regard diagnostic, des mobilisations notamment actuelles, puis un regard politique peut-être un peu général. Merci, Luis. Bonjour à tous et à toutes qui participent à cette réunion aujourd'hui. Je voulais présenter en quelques mots le panorama qui se présente aujourd'hui au Brésil d'un point de vue politique et social. 3 aspects que je vais vous présenter rapidement. Le premier, l'affrontement avec le gouvernement de Bolsonaro.
Voilà, c'est un affrontement qui, depuis quelques mois, a augmenté en intensité, dans deux dimensions différentes. La première, c'est la commission parlementaire qui est en cours en ce moment au Sénat et qui a commencé à mener des investigations sur la responsabilité du gouvernement brésilien dans la question de la gestion de la pandémie, de la crise sanitaire. Et l'autre aspect très grave est la corruption qu'il y aurait au sein du gouvernement, justement avec le processus de vaccination de la population. L'autre aspect, c'est les manifestations. L'autre dimension, c'est celle-ci. La mobilisation qui existe aujourd'hui, qui ont commencé à partir de mai et au mois de juin, ont gagné en intensité et sont d'aujourd'hui à l'échelle nationale. Plus de 800 000 personnes ont manifesté au Brésil contre le gouvernement, contre Bolsonaro. Et les gens demandent à ce que tout le monde puisse être vacciné pour que toute la population puisse avoir accès au vaccin. L'autre aspect important, autre chose très importante qui se passe aujourd'hui, c'est la construction. Voilà, c'est la construction de ce scénario électoral. Voilà, dans 14 mois, il y aura les élections au Brésil. Et donc, le scénario qui se présente, deux candidats, qui sont Lula et Bolsonaro, et la possibilité d'une troisième voie. Oui, parce qu'une bonne partie du Brésil n'est pas satisfait de Bolsonaro, mais beaucoup ne veulent pas le retour de Lula non plus. Donc, il y aurait une troisième, voilà, pour éviter ce dualisme entre Lula et Bolsonaro. Pour le moment, rien n'est défini. Rien n'est sûr. Donc, il faut prendre en considération cet aspect. Et donc, la troisième chose qu'il faut qu'on voit, donc, c'est la pression qu'il y a contre le gouvernement aujourd'hui. Donc, mais ce qui nous inquiète, c'est la possibilité qu'il y ait une rupture démocratique. Bolsonaro pourrait tenter de gagner les élections quoi qu'il arrive. Voilà, donc il faut prendre en considération la possibilité d'un coup d'État au Brésil. Donc la destitution de Bolsonaro, elle va être effectivement très compliquée. Mais les forces, la force armée, dans son ensemble, est garante de la Constitution, mais en même temps, Bolsonaro n'accepterait peut-être pas les résultats. Il faut prendre en compte cette possibilité. Donc, il menace. Donc, l'ultime solution serait de dénoncer une fraude. Donc, selon lui, une fraude de l'autre camp pour invalider les élections. Et il voudrait retourner au vote papier plutôt que le vote électronique. Donc, ce serait un retour en arrière.
dans le processus électoral. Voilà. Merci beaucoup, Luis. Merci pour cette présentation générale et pour ces différents aspects que tu nous as présentés de la situation politique générale avec les manifestations, la CPI, le combat électoral, le scénario de rupture démocratique. On va maintenant donner la parole à Christiane Katzer, pour qu'elle puisse nous parler de la situation alimentaire, agricole, depuis un point de vue depuis le Paraná, où elle se trouve. Chris, la parole est à toi. Ok, boa tarde a todas. Bon après-midi à tous et à tous. Bonsoir à vous qui êtes en France. Je suis Christiane Kretzer, agricultrice familiale. Et comme l'a dit Floriane, je parle depuis le Paraná, dans le sud du Brésil. C'est un lieu assez conservateur, avec des idées assez conservatrices politiquement, mais aussi avec beaucoup de belles histoires de résistance et de lutte de la classe des travailleurs. Parler un petit peu du scénario actuel. Bon, le compagnon Luis a déjà apporté quelques questionnements, mais je voudrais revenir un petit peu en arrière. La situation du Brésil, elle s'aggrave depuis le coup d'État contre Dilma Rousseff, le coup d'État contre Dilma Rousseff, notre présidente, en 2016. Ce coup a été donné pour mettre en place un modèle de capitalisme plus fort au Brésil. Depuis ce moment-là, depuis 2016, les travailleurs brésiliens ont passé des périodes très difficiles. Nous avons perdu beaucoup de droits, depuis les pertes au niveau de la sécurité sociale, par rapport aux droits du travail, des droits qui avaient été durement conquis. Depuis, on a eu une augmentation très forte du chômage. Et au niveau de l'agriculture, ce n'est pas été différent. Depuis 2016, ça s'est aggravé, d'ailleurs encore maintenant, nous avons une avancée très grande de l'agrobusiness. Et aussi sur les petits producteurs, qui avancent sur les petits producteurs. Et pour vous citer une donnée, en 2020, l'année dernière, il y a eu la légalisation de plus de 500 nouveaux pesticides. Des pesticides qui sont mauvais pour la santé du peuple brésilien. Donc on observe que l'agrobusiness évolue, avance à pas de géant sur l'agriculture familiale, qui sont les gens qui produisent l'alimentation. Aujourd'hui, il y a une question dans le pays, c'est qu'on dit qu'on est les premiers exportateurs de maïs, de soja, mais qu'en même temps, on est obligé d'importer beaucoup de choses aussi, parce que l'agrobusiness se concentre sur l'exportation des commodities, des marchandises, et la production d'aliments est quelque chose qui est complètement abandonné par le gouvernement. Il n'y a pas de soutien de la part du gouvernement. Donc, pour vous fassiez une idée, il y a 500 millions de chômeurs. C'est un pays qui revient sur la carte de la faim. Beaucoup de gens ont faim au Brésil, avec une capacité productive énorme pourtant. La production d'aliments au Brésil est encore grande,
mais elle a une capacité de production d'aliments qui est encore plus grande en fait. Et malheureusement, le modèle d'agriculture qui a été choisi et défendu par ce gouvernement, mais aussi par le gouvernement précédent, celui du coup d'État, de Michel Temer, avec ça, les inégalités n'ont fait qu'augmenter. Et la pandémie rend ça encore plus évident. Il y a maintenant 500 000 morts au Brésil, un demi-million de morts. Et on continue la vie comme si rien ne se passait. L'agrobusiness, les grandes industries, les grandes entreprises se font des bénéfices sur le dos de la mort du peuple, sur le dos des travailleurs. Donc c'est un moment compliqué que nous vivons, mais aussi un moment de grande résistance, et j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Merci beaucoup, Chris, pour la description de cette situation générale, alimentaire, agricole, en nous rappelant aussi tous ces chiffres. Je voudrais pas. Alors, je ne sais pas si Erisvan est là. Erisvan Vostaki. Je ne crois pas encore. Alors, ça dépend de sa connexion Internet. Nivia, on va te donner la parole pour que tu puisses nous parler de la situation dans laquelle toi, tu te trouves, de cette violence d'État qui sévit aussi aujourd'hui au Brésil et qui touche très fortement les villes et les périphéries urbaines en particulier. Nivia, tu peux mettre ton micro. Tout d'abord, bonjour à tous, même si il n'est pas la même heure au Brésil où vous êtes. Ce dont je vais parler ça peut sembler peut-être répétitif parce qu'on est au Brésil, donc on est tous au courant de ce qui se passe. La Baixada, c'est un endroit où il a toujours eu ses problèmes, depuis toujours. La Baixada Fluminense se trouve à la périphérie de Rio de Janeiro. Et c'est un endroit où on est complètement invisibilisé. Il y a 3 communes qui sont très vastes. Et il y a, par exemple, des cascades, il y a des rivières, des montagnes. Donc, cette topographie contribue à la disparition forcée de beaucoup de personnes. Et la situation n'est vraiment pas bonne, elle ne l'a jamais été. Donc, on résiste vraiment ici. On essaye de faire front. Il y a des assassinats, des exécutions sommaires tous les jours, des assassinats tous les jours. À partir de 4 morts, on peut appeler ça un assassinat. Et c'est quelque chose qui se passe tous les jours ici. C'est un massacre. C'est directement lié à l'État. Parce que ces morts sont tués par des agents de l'État. La plupart du temps par des miliciens. Ce n'est pas vraiment un pouvoir parallèle à l'État. C'est un pouvoir qui est directement lié à l'État. Ce ne sont pas des personnes extérieures à ce lieu, ce sont des habitants de cette zone qui nous connaissent, qu'on connaît. Et ces gens profitent de la pandémie. Il faut se rappeler qu'au début de la pandémie, dans ces territoires, ceux qui travaillaient, c'était des policiers. Et donc, ils ont profité de cette situation
exceptionnel pour continuer à tuer tous les jours. Je voudrais vraiment remercier l'aide qu'on a reçue pendant cette pandémie. Les gens étaient au chômage, ils ne pouvaient plus travailler, en particulier les emplois informels. Les magasins étaient fermés et beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Mais ça ne veut pas dire qu'on a arrêté de travailler au sein de nos foyers. Je voudrais vous parler de la résistance qui est vraiment quotidienne, même aujourd'hui à la maison. On distribue notamment des colis alimentaires, alimentaires dans différentes zones de la Baixada. Et malheureusement, la famille Bolsonaro a beaucoup de pouvoir ici. C'est une source de grande inquiétude, parce que c'est un lieu insalubre. Et même si on le sait, certaines personnes se disent que les problèmes arrivent toujours aux autres. Il y a des groupes qui se forment ici, qui entrent en politique. Notamment des personnes appartenant à l'église pentecôtiste. Et partout ici, on voit beaucoup de problèmes. On voit même que les fils Bolsonaro contribuent à tout ça. Ils viennent dans la Baixada, dans différentes communes de la Baixada. La mairie les soutient d'ailleurs. Je pense qu'ils essayent de s'assurer que lors des prochaines élections, ça ira bien pour eux parce que ici, il y a beaucoup d'habitants, donc cette zone est importante dans les élections. On a un sénateur. C'est donc une lutte, une guerre quotidienne. C'est une guerre complètement asymétrique. Parce que eux, ils ont l'avantage. Ils ont les médias de leur côté. Ils ont beaucoup de pouvoir. Ils font partie de la mairie, de l'Assemblée fédérale. Donc, nous, ce qu'on essaie, c'est faire ouvrir les yeux de la population. Parce que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du mal à la population. Donc, par exemple, le gouverneur a présenté un projet de loi. Mais lui, ses objectifs, ses priorités, ce n'est pas les besoins de la population, ce n'est pas aider la population. Et les gens meurent aussi parce qu'il n'y a pas de vaccin. Mais ce n'est pas que ça, pas que le virus. Malheureusement, il y a des choses qui sont pires que le virus. Le manque de travail,
de vaccins, de nourriture. La seule chose dont on ne manque pas, c'est la loi de sécurité publique qui cherche toujours à armer la police de plus en plus. Et maintenant, même la police municipale. Donc, le scénario empire. Ici, la situation devient de plus en plus milice. Bon, merci, Nivia. Obrigado. J'avais dit au tout début des problèmes de connexion parce qu'il est justement au territoire en train d'organiser des actions. Et donc, du coup, on a du mal à se connecter avec lui. Donc, on passe un peu aux questions de précision. On a noté la question par rapport à la comparaison, entre guillemets, entre la situation de l'élection au Brésil l'année prochaine avec la comparaison avec ce qui s'est passé aux États-Unis avec la défaite de Trump, la mise en question de cette Trump. Nous, on propose qu'on garde cette question pour la discussion à la fin, parce que c'est une question qui demande plus de temps à répondre. Et donc, si vous avez des questions de précision à poser ou des éléments qui n'ont été pas tout à fait clairs dans les prises de parole de nos intervenantes, notre intervenant, donc n'hésitez pas. Vous voulez prendre la parole directement ou écrire sur le chat. Sinon, on passe au deuxième bloc, qui est le bloc sur la résistance, justement. Quelqu'un veut prendre la parole sur un point de précision ou de développement d'un point. N'hésitez pas, hein, c'est le but de ce temps de discussion qui se veut aussi informel, enfin, en tout cas qui dans un aller-retour. On est entre nous. Moi, j'ai failli me faire une caipirinha pour cette robe du convert. Une petite question pratique. Si jamais il y a des questions de la part des Brésiliens, on les demande à Serge, parce que comme il n'a pas fait de traduction, qu'il fasse les traductions qui viennent du portugais vers le français. Okay. Merci. Bon, on est tous et toutes un peu timides. Du coup, je pense qu'on avance. De toute façon, Alors, la bonne partie. Peut-être, il y a une question d'Anaïs. Oui. Com relação à rupture de démocratie. Oui, Luis, une question pour toi, du coup, qui est dans les chats. Je te la fais en portugais, c'est plus simple pour que tu les comprennes. Com relação a uma provável ruptura de democracia, você disse que ela não seria mediante as instituições, ela gostaria de mais précisions, a Anaïs Guéguen. Donc, par rapport à la rupture démocratique, Anaïs Guéguen pose la question à Luis s'il voulait dire qu'elle ne passerait pas par les institutions en place au Brésil. Du coup, elle veut un peu plus de précision. Ton micro est coupé, Luis. Bon, si. Donc, j'ai compris la question. C'est une possibilité qui se présente à partir des déclarations de Bolsonaro. Donc, si nous perdons, nous n'allons pas accepter les résultats. C'est ce qu'il a dit. D'un côté, il sait certains secteurs de la force armée, des forces armées qui le soutiennent, mais pas la majorité. Les forces armées, comme institution, n'est pas disposée à soutenir un coup d'État de Bolsonaro. Les déclarations officielles des forces armées disent qu'elle garantit la constitution
voilà, la continuité démocratique. Donc, le problème, dans sa tête, à Bolsonaro, il est complètement imprévisible. Donc, il sait qu'il a une base électorale, pas très grande, mais très, très fidèle. C'est une minorité. Ils sont très organisés, très violents. Sur les réseaux sociaux, on les suit, effectivement. Donc, l'ambiance générale va poser des questions sur le processus électoral. Va-t-il être calme? Après, le tribunal fédéral garantit, le tribunal électoral, que donc le vote électronique qui a déjà été testé et qui fonctionne au Brésil. Donc, il n'y aurait aucun sens qu'on revienne en arrière et qu'on passe au vote papier. Donc, le tribunal électoral va garantir la tenue des élections. Il a pourtant certains instruments à sa disposition. En tout cas, il va pouvoir mettre. Voilà, il ne faut pas exclure la possibilité qu'effectivement le processus électoral soit dérangé, soit mis en. Donc, selon toutes les études, Lula est en tête des sondages. Donc les forces démocratiques doivent appuyer la candidature de Lula, car il y a une possibilité de rupture démocratique. Probablement, il y a encore un peu plus d'1 an avant les élections, mais tout indique, pour le moment, que Bolsonaro ne va pas passer. Avec ces éléments. Donc oui, si effectivement il perd, il perdrait beaucoup de crédibilité s'il contestait les résultats. Donc il va falloir, pour justifier sa défaite, il fait toujours référence à cette figure. Voilà, il parle souvent de Trump des États-Unis, qui est son exemple. Donc effectivement, il pourrait répéter le schéma qu'il y a eu au Congrès aux États-Unis. Donc effectivement, une mise en danger de la démocratie, en ne reconnaissant pas les résultats des élections et cela d'une manière violente. En tout cas, cela pourrait. Voilà, il va pouvoir déranger le processus électoral et ce qui est très préoccupant. Voilà, on ne peut pas exclure cette possibilité. Pour cette explication. Je vous propose qu'on passe à un deuxième temps et on a eu un premier temps d'état des lieux, de diagnostic. On a pu entendre les différentes réalités depuis le Paraná, la réalité nationale, la Baixada Fluminense, donc dans la banlieue de Rio. Je vous propose maintenant qu'on entende parler des mobilisations, des résistances sur les territoires. Nivia nous en a déjà un petit peu parlé en nous parlant des initiatives, des paniers alimentaires, etc. Mais voilà, qu'on prenne vraiment ce temps-là pour revenir un peu sur ce qui se fait sur les territoires, comment nos organisations résistent, comment nos organisations se mobilisent pour la démocratie, pour les droits humains. Chris, je te donne la parole. Chris, l'accessoire. Ok. Falando um pouquinho, então, sobre Donc, pour parler un petit peu de ce thème, comme l'a déjà dit le compagnon Luis,
Nous commençons dans le pays, nous avons commencé il y a quelque temps, des mobilisations de rue. Et c'est encore très difficile de mobiliser les gens dans les rues, à cause de la pandémie, bien sûr, la peur de la contagion, ce risque qu'il y a à aller dans les rues, mais c'est toujours plus fort quand même ce besoin, car nous voyons chaque fois plus des gens mourir à cause du gouvernement que nous avons. Et les mobilisations les plus fortes, c'est pour le départ de Bolsonaro. Je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Nous, en tant que gauche, on pense qu'il faut que Bolsonaro sorte, s'en aille, mais il nous faut aussi renforcer les exigences de la population des travailleurs. L'exigence par rapport à la pandémie, qui est le vaccin dans le bras et la nourriture dans l'assiette. C'est ça qu'on recherche pour le moment. Mais en plus de dehors Bolsonaro, dehors cette politique d'extrême droite et de la droite au Brésil. Je pense que c'est quelque chose qui doit être renforcé chaque fois plus en tant que résistance au Brésil. Je vais aussi parler de la réponse de Luis. Je suis d'accord avec lui, mais je ne suis pas d'accord avec un petit détail. Je pense que l'élection au Brésil, comme la dernière élection où Bolsonaro s'est fait élire, avant même l'élection, on pensait qu'il ne serait même pas candidat, possible qu'il soit au deuxième tour. Et c'est à cause du soutien de la droite qui n'a pas eu de fort candidat pour ces élections et a fini par le soutenir. C'est grâce à ça qu'il a fini par arriver au pouvoir. Donc pour moi, ces élections, elles ont un point d'interrogation très fort. La gauche, Lula, va très bien en ce moment. Il nous faut renforcer cela. Mais la droite n'a pas encore de nom fort. Et tant que la droite n'a pas de nom, malheureusement, on a le risque qu'elle soutienne Bolsonaro. Et là, il va être renforcé. Ce sera un nom fort que nous devrons affronter aux élections. Il y a une des choses en tant que résistance, au-delà des mobilisations de rue, qu'il faut qu'on voit, ce qui s'est renforcé au Brésil ces dernières années, principalement avec la pandémie, ça a été la solidarité. La solidarité, les dons d'aliments. Je voudrais parler un petit peu de notre région en nombre, en chiffres. On a réussi à donner 44 tonnes, 40 000 kilos d'aliments dans les dernières actions que nous avons réalisées, des actions de solidarité ici dans notre région qui visent à renforcer pas seulement le fait de ramener des aliments aux familles, des familles qui passent par des difficultés, mais aussi leur apporter le débat politique, leur dire « mais pourquoi il n'y a pas d'aliments? Pourquoi vous avez besoin de ces dons ?» Donc on cherche toujours à faire ce lien entre l'aliment et la question politique qui vient derrière. Sur ces 44 000 kilos d'aliments, il y en a énormément qui proviennent de l'agriculture familiale. Donc c'est une action de solidarité entre travailleurs et travailleurs. Et donc, on insiste sur ce point, on veut renforcer ce point pour que les gens comprennent que les travailleurs doivent s'unir entre eux. Quand un travailleur en a besoin, l'autre travailleur l'aide, n'est-ce pas? Et donc, aider aussi à renforcer la production d'aliments dans cette région ici. C'est une région, en tant que région, nous avons un projet de potager avec 60 familles. Ça paraît peu, mais dans notre région, c'est quand même un nombre important. 60 familles qui vont construire leur propre potager
chez eux pour la production d'aliments, pour la consommation, pour la vente, mais aussi pour des actions de solidarité. Et donc, on veut renforcer ces actions dans lesquelles nous aidons d'autres travailleurs. Donc, en ce moment, ce qu'on voit dans notre région, c'est ce renforcement de la production d'aliments comme une chose extrêmement nécessaire et le lien à faire entre l'agriculture familiale et l'accès à la nourriture par les villes, par les travailleurs des villes. On ne peut pas avoir une chose sans l'autre. Nous avons besoin d'une alimentation de qualité produite et un accès aussi juste pour les travailleurs des villes. Et c'est comme ça qu'on réussira à commencer à construire l'identité de classe pour que les gens aillent dans les rues et les gens luttent pour un Brésil qui aille mieux, qui soit plus égalitaire. C'est un petit peu ça que je voulais dire. Merci beaucoup, Chris. Merci pour cette présentation, ces mobilisations, cette résistance extraordinaire qui s'est organisée dans tout le Brésil. Chris nous a donné un exemple du Paraná, mais dans tout le Brésil, il y a eu ces donations d'aliments, cette organisation pour renforcer la production sur les territoires. Merci beaucoup. Alors, on va continuer avec Nivia. Nivia, si tu veux, tu as commencé à déjà nous parler un peu des résistances et des mobilisations que vous avez organisées. Si tu veux développer un petit peu plus. Como eu falei das resistências, e expliquei mais ou menos como é. Je vous ai donc parlé des résistances dans la Baixada Fluminense. La Baixada, c'était un quilombo. Donc, dans cette zone, il existe des documents historiques. Dans ces documents, on lit que le quilombo était dirigé par une femme. Et souvent, on dit ici que à mesure que la ville grandissait, le quilombo s'est fragmenté. Et donc aujourd'hui, on se surnomme des îles de quilombo. Parce qu'on a encore certaines traditions qui nous viennent de ces quilombos. Donc on appelle ça des îles de quilombo. On a travaillé là-dessus parce que ça joue sur la population locale. Donc, par exemple, on fournit de la nourriture aux sans-abri. On décentralise la distribution de ces paniers de première nécessité. Donc, ensuite, on les distribue. Et ce n'est pas facile, ça c'est certain. Mais on reçoit beaucoup d'aide. D'un autre collectif, d'une autre initiative, l'initiative de droit à la mémoire et justice raciale fait un travail avec la coalition noire. On distribue également de la nourriture, des colis alimentaires. Et certains n'avaient jamais reçu ce genre d'aide. Il y a des choses parfois que les enfants peuvent manger grâce à ça, qu'ils n'avaient jamais mangé. Donc, on entend toutes les demandes des gens, de chaque personne dans chacune de leurs situations. Et on a de la chance. Il y a certains endroits où on n'a pas pu aller avec nos collectifs
Parce qu'en dehors de la pandémie, il y a d'autres initiatives, d'autres collectifs. Il y en a un qui s'appelle ADPF. Cette initiative vise les opérations policières dans les favelas et dans les zones périphériques, et en particulier pendant la pandémie. Ce qui s'est passé, c'est que la police entre en tirant dans ces endroits. Et donc souvent, il y a des tirs et ce sont des enfants qui reçoivent ces balles, qui meurent. Donc, il faudrait un contrôle externe qui est constitutionnel. Et puis, en parallèle, il y a la pression de ce qu'on appelle le parti des balles évangéliques. Et qui parle d'une situation exceptionnelle. Mais ce qui ne devrait pas être exceptionnel, c'est de sauver les vies, d'empêcher les morts. Donc, on fait également un travail de mémoire grâce à des graffitis, par exemple, des fresques. C'est une forme de résistance parce que ça permet de ne pas effacer la mémoire. Souvent, les gens ne savent même pas qui est mort. On ne connaît même plus leur existence. Donc, il y a ce travail de mémoire. Ce sont parfois des jeunes qui meurent, donc on essaye de leur rendre hommage. C'est pour nous une manière de nous battre contre l'État, de maintenir en vie la mémoire de ces jeunes et puis aussi d'occuper l'espace. Parce que les voisins de ces jeunes qui sont morts ont aussi besoin d'occuper ces lieux d'une autre manière. Donc, c'est aussi une forme de résistance pour nous. Évidemment, on ne peut pas faire ça pour tous les morts. Mais en tout cas, on essaye de le faire autant que possible pour les familles. Parfois, les familles attendent de voir si on va pouvoir donner un lieu, un graffiti à leurs proches, un espace qu'ils puissent occuper. Et puis parfois, on se bat aussi contre la mairie qui nous disent qu'on ne peut pas utiliser tel ou tel mur. Donc voilà, ça c'est un travail d'hommage pour que la mémoire ne disparaisse pas. Ça c'est une résistance actuellement. Je vous ai déjà parlé donc des paniers. On a également réussi à mettre en place des formations politiques dans certains endroits. Et on a également beaucoup travaillé en ligne. Du travail de formation. Des formations sur le langage juridique, sur le ministère public, sur le Parlement, parce qu'il y a tout un langage académique, un jargon qui est très difficile à comprendre. Donc, on a beaucoup appris là-dessus
J'ai appris beaucoup avec mes compagnons, avec des collectifs qui ont mis en place des initiatives incroyables pour combattre la faim. Et voilà. On a également réussi à emmener la population se faire vacciner. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas accès toujours à des vaccins très proches de chez nous. Et les personnes âgées n'ont pas forcément les moyens de se rendre là où elles peuvent recevoir leur vaccin. Donc, on fait beaucoup de choses en même temps. Et puis, je me rappelle aussi, une de mes compagnons m'a dit quelque chose. Oui, quand on parlait de l'agriculture familiale. Je voudrais également vous remercier dans votre organisation, le MST, puisque c'est incroyable ce que vous faites. Apporter des nourritures biologiques, c'est très important. Ça donne de la valeur également au travail. C'est la première fois que des gens se nourrissent de produits qui ne sont pas pollués par les pesticides. C'est vraiment formidable de ne pas être empoisonné indirectement par notre gouvernement. Voilà ce que j'avais à dire. Merci pour cette présentation avec cette grande diversité d'actions, depuis les actions juridiques, culturelles, de formation politique, d'aide humanitaire. C'est très riche. Merci beaucoup. On a bien vu la question de Rebecca. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, des questions d'éclaircissement, à les mettre dans le chat. On y reviendra à la fin des 3 présentations. Je vais donner la parole à Louis pour terminer ce tour sur les résistances. Et puis après, vous pourrez donner vos réactions, questions, etc. Vas-y, je t'en prie, Louis. Oui, je vais reprendre un petit peu ce que je disais. Depuis 2019, durant la première année du gouvernement de Bolsonaro, nous sommes dans une situation d'opposition plus concrète. En réalité, la crise sanitaire a fait ressurgir la possibilité d'action dans la rue, de manifestation. Justement, avec le problème de l'isolement. Comme les manifestations n'ont pas été possibles pendant longtemps, maintenant qu'elles reviennent de manière très puissante. Malheureusement, la pandémie est en train de s'aggraver. On est passé de 30 000 à 500 000 morts. Donc, le renforcement des différentes forces politiques qui se sont alliées forme une opposition concrète. La commission parlementaire, qui est en train de mener des investigations contre le gouvernement, en fait partie, finalement. Elle n'est pas... Elle apparaît avec la pression, cette pression populaire, cette pression de l'opposition, qui demande une investigation profonde, sérieuse, dans ce temps de commission parlementaire. Donc, on a déjà énormément d'éléments qui prouvent la corruption du gouvernement de Bolsonaro, qui discrédite complètement le gouvernement dans sa gestion de la crise sanitaire. Donc, la CPI, cette commission, est aussi une forme de résistance, finalement. Et effectivement, ça donne de la force aux manifestations actuelles. Depuis le 19 juin, il y a eu une manifestation massive au Brésil.
Et le 24 juillet, il y en a une qui est prévue. Donc, apparemment, avec cette commission qui nous donne les preuves, donc nous devons fortifier ce processus. Voilà, donc si nous avons cette manifestation qui arrive dans 2-3 semaines, c'est justement pour avoir d'autres éléments et de tous se fortifier. Et, il y a déjà un chemin vers le tribunal européen, le tribunal pénal européen pour dénoncer Bolsonaro pour génocide. Et ça aussi, c'est le résultat des pressions qui ont lieu dans différents endroits du Brésil. Donc, je voulais aussi soutenir ce que disait Chris sur les formes de résistance. C'est la solidarité du peuple. La solidarité a pris une dimension sans précédent. C'était une attitude. Donc, il y avait une vraie nécessité du peuple parce que la faim augmente et la capacité. Et voilà, les capacités des autres à offrir cette solidarité. Donc, je n'ai pas les éléments concrets. Le MST a créé un réseau de distribution alimentaire incroyable. Le 1er mai, à Recife, MST a fait une exposition dans la rue avec une quantité incroyable de nourriture, des tonnes et des tonnes de nourriture à distribuer. Ça a été une célébration fantastique. Donc, car la lutte du peuple travailleur de la campagne qui est venu à la ville pour voilà, célébrer cette solidarité et dire qu'ils étaient là en soutien. Donc, c'était une action très importante. Mais il faut aussi fortifier. Et donc, il faut fortifier cette agriculture familière qui nous aide et voilà, c'est une forme de résistance très, très importante. Et en relation avec la commission parlementaire, c'est important de se souvenir qu'il y a encore quelques jours, il y a eu la Chambre des députés il y a eu des personnalités qui ont rassemblé plus de 100 demandes devant le tribunal, devant la Chambre des députés. Le président de la Caméra l'a ignoré. Donc, combien de temps encore ils vont tenir? Il y a tellement de pression. Donc, ça aussi, c'est une dimension de résistance très importante, car le gouvernement de Bolsonaro est esseulé par ses plaintes et par... Donc, cette résistance continue contre Bolsonaro aujourd'hui. Ce qui présente... Donc oui, sur la possibilité que Bolsonaro dérange le processus électoral, mais quoi qu'il arrive, voilà, il est tous les jours plus faible. Mais c'est imprévisible. Voilà, donc on ne sait pas si cette personne d'extrême droite va pouvoir, s'ils vont pouvoir, oui ou non, déranger le processus électoral. Merci beaucoup.
pour cette reprise des mobilisations, nous donner tous ces éléments, nous parler de cette solidarité à plein de niveaux différents. Alors, avant de passer au dernier bloc, on va ouvrir un petit espace pour des réactions, des questions ou des commentaires. Mais plutôt réactions, et puis on ouvrira peut-être un peu plus généralement à la fin si on a un petit peu de temps. Rebecca, tu avais demandé la parole. Alors peut-être de manière très courte, si tu veux donner ta réaction sur la question des manifestations. Oui, bonjour. Je vais plutôt vous laisser une question parce que les mobilisations qu'on a fait au Brésil, et cette grande mobilisation qu'on a vue le 29 mai, le 19 juin et le 3 juillet, elle est appelée par plusieurs mouvements sociaux et tous les partis politiques. Enfin, vous avez bien compris que depuis un certain moment, il y a une grande mouvance au Brésil pour y aller aussi dans les rues, pour laisser clair à Bolsonaro et au gouvernement en général que les gens ne sont pas contents et qu'ils veulent absolument arrêter ce gouvernement, arrêter le fascisme, et c'est une mobilisation qui prend de l'ampleur. On a bien vu qu'il y a eu beaucoup de participation au niveau national, mais il y a eu aussi à niveau international. Et c'est pour cette raison que j'ai demandé à prendre la parole, parce que, par exemple, le 29 mai, on a eu 58 villes autour du monde fédérées en fait par FIBRA, donc c'est la Front international brésilien contre le coup d'État et la démocratie. Donc, c'est un network, c'est un travail en réseau, et on a réussi donc à vraiment rassembler plus de 50 villes autour du monde. Le 19 juin, c'était pareil. Le 3 juillet, la même chose. Donc, moi, j'aimerais vous dire que je peux faire cet intermédiaire, disons, entre ce qui est décidé ou cette fédération que c'est FIBRA et vous, mais je ne sais pas exactement comment et à qui adresser ces genres de demandes, ou au moins une proposition. Parce que mon idée, c'est qu'en France, vous êtes éparpillés dans tous les territoires, je trouve ça génial, mais je pense que ça pourrait être bien et fortifier en fait cette impression de que le monde entier est solidaire et fait aussi écho à la mobilisation nationale. Le faire aussi en France. Avec votre réseau, ça serait parfait. Donc, voilà, il y a deux possibilités. Soit vous avez un porte-parole de la coalition avec lequel je peux échanger et envoyer les appels pour les réunions, ou soit l'inverse. Donc, voilà, c'était ça. Merci beaucoup, Rebecca. On prend bien note. On pourra peut-être... on pourra garder contact et puis on pourra en discuter. Est-ce que ton intervention permet de faire le lien justement avec un peu la dernière partie qu'on voulait aborder de qu'est-ce qu'on peut faire nous ici, comment est-ce qu'on peut se mobiliser aussi en France et en Europe. Alors, tout en parlant moi-même très vite, je rappelle juste qu'il faut pour la traduction qu'on parle plus lentement. Donc, merci beaucoup pour ton intervention, Rebecca. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, réactions. Il y a une dans le chat sur justement, on a un des objectifs d'inviter Rizvan, c'est à la fois pour parler de questions de lutte LGBTQI au Brésil, mais aussi certainement sur les questions de lutte des peuples autochtones. Donc la question va en lien avec ces commentaires. Malheureusement, pour justement, en raison de sa résistance, de son engagement dans la résistance, Rizvan n'était pas en ville, il était au village, dans son territoire Guajajara, j'imagine bien. Et du coup, il ne peut pas se connecter avec une bonne connexion, suffisamment bonne pour qu'il puisse rester, malheureusement. La coalition, on a parlé un peu, mais on vous invite aussi à suivre tous nos réseaux sociaux pour savoir les liens qu'on partage autour de la lutte des peuples autochtones actuellement au Brésil, notamment contre, comme disait Anaïs, le projet de loi 490 et les jugements à la Cour suprême brésilienne autour de, en gros, les futures démarcations des terres au Brésil, en sachant que le jugement du marco temporal, du seuil temporel, il a été encore une fois addié, ce n'existe pas,
Repousser. Reporter pour le 28 août, en espérant que cette fois-ci, les jugements vont effectivement avoir lieu. Donc, on vous invite à suivre les informations dans les réseaux sociaux de la coalition parce qu'on informe là-dessus aussi sur des éventuelles mobilisations et éventuelles suites. Et n'hésitez pas non plus à aller visiter les sites des organisations qui composent la coalition, les CCFD. Je cite quelques-unes pour ne pas citer les 19 parce que sinon je vais oublier, mais ceux qui sont présentes aujourd'hui ici, qui ont des sites qui donnent à voir ces informations, comme les CCFD, Secours catholique, Emmaüs International, Autre Brésil, les CRI d'un peu moins, comme c'est mon organisation, donc je peux les dire, un peu moins, RED Brésil, qui est avec nous, je ne sais pas si Amar et CEDAL et d'autres organisations, comme j'ai dit, je ne vais pas faire la liste. Bon, on passe au dernier bloc, sauf s'il y a d'autres questions pour qu'on puisse avancer un peu. En répétant ce dernier bloc, la question qu'on pose du coup à nos intervenantes et notre intervenant, c'est par rapport au rôle que nous, ici en France et ailleurs dans d'autres pays éventuellement, quel rôle on peut jouer, que peut-on faire d'ici de la France, de l'Europe. Donc c'est une question, c'est pas provocatrice, loin de ça, c'est justement une demande de conseils, des avis de votre part, vous qui faites la résistance au Brésil, qui sont sur le terrain, qui sont sous les coups de ce gouvernement de Bolsonaro et cette extrême droite barbare qui malheureusement contrôle et gouverne les pays actuellement. Donc la question qu'on vous pose est celle-là, que peut-on d'ici, de France, faire en soutien à vos luttes, à votre combat au Brésil? Du coup, je passe la parole peut-être d'abord à Nivia, parce qu'elle n'a pas encore commencé en bloc de questions. Donc Nivia, si tu peux éventuellement nous aider à réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire d'ici. La parole est à toi. Então, nós temos aqui governo que só produz a morte, né? Compras de drone, helicóptero, armamento letal, caveirões, armas. Des armes. Et on s'est beaucoup battu. La police tue et c'est aussi elle qui enquête. Donc c'est elle qui s'occupe de tout. Il y a des demandes. On avait un certain contrôle sur la police, mais c'est également une police en fait qui enquête sur la police. Mais ça a pris fin. Je pense que l'aide est toujours la bienvenue, surtout pour soutenir nos luttes, pour leur donner plus d'ampleur. Peut-être quand on demande une enquête indépendante, on en a besoin. On peut avoir recours à un policier expert pour enquêter sur un meurtre commis par un policier. C'est quelque chose dont on a besoin. On a besoin d'experts indépendants pour ces enquêtes. Et puis, on poste des choses sur nos réseaux sociaux, des articles de notre initiative de droit à la mémoire et justice raciale. On y montre beaucoup de choses, des choses qui se passent. On fait appel à des assesseurs, en général de gauche, qui nous aident dans cette lutte. On a également des organisations qui nous soutiennent, par exemple Amnesty International,
la justice globale pour les favelas. On a également une audience publique avec plusieurs institutions qui ont participé. Donc, beaucoup de collectifs sociaux qui nous aident. Et puis, on a également essayé de faire baisser les meurtres commis par la police. Et on a besoin d'aide pour ça, pour renforcer ce processus. Souvent, ça prend du temps. Nivia, ton micro s'était coupé. Nivia, c'est quelqu'un. C'est au microphone. Elle n'écoute pas, les traducteurs doivent dire. Mas muito importante, sim. Sobre os protocolos de defensores de direitos humanos. Sur les protocoles de défense des droits humains. On a dialogué avec des personnes à l'extérieur, avec des ambassadeurs sur les derniers événements, le massacre qui a eu lieu à Jacarezinho récemment, et avec des défenseurs des droits humains parce qu'ils sont en permanence menacés. Donc, ils se mettent à disposition des familles de victimes, avec d'autres collectifs aussi. On a commencé à mettre en place un protocole pour pouvoir se défendre nos compagnons. Et parfois, on doit se déplacer. Peut-être que c'est quelque chose sur quoi vous pouvez nous aider. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous aurez plus d'informations. Tous les jours, on poste des choses. Obrigado, Nivia. Merci, Nivia. Du coup, j'invite Christiane Katzer à prendre la parole pour nous dire qu'est-ce que nous, on peut faire d'ici pour vous soutenir et pour vous aider. Ok. Brinco que essa é a pergunta. Pour plaisanter, je dis que c'est la question à $1 million ou euros. Je pense qu'il est difficile d'avoir une réponse aussi grande pour une question aussi grande. Vous m'entendez? Ok. Mas algumas coisas que... Mais il y a des choses que j'ai notées et auxquelles j'ai pensé aussi à partir de notre conversation. Dans des moments comme ceux-ci, ce sont des moments qui sont extrêmement importants aussi pour nous. Des moments de débat, de dialogue, de soutien. La lutte est bonne, elle nous fait nous sentir vivants, mais elle nous fatigue aussi. Et quand on se rend compte qu'on a le soutien, qu'on a des gens ici et dehors qui nous comprennent, c'est très important. Et pour la population en général. Il y a quelque chose d'extrêmement important et on considérait que c'est important, il faut le faire, c'est de dénoncer la situation, dénoncer ce qui se passe.
Nous avons ici au Brésil, je ne sais pas comment c'est en France ou dans les autres pays, mais en tout cas au Brésil, il y a un monopole des médias qui est très grand. Ces médias passent à la population ce qu'elle veut, que la population comprenne. Et dans les réseaux sociaux, sur WhatsApp et les autres, ces derniers temps, il y a eu des attaques très fortes de fake news, de fausses informations. Et ça a aussi créé la confusion dans la population. Donc d'un côté, on a des médias hégémoniques qui passent à la population une vision qui est la sienne, la vision qu'elle veut donner de ce qu'elle veut que les travailleurs comprennent. Et d'un autre côté, on est inondé de fake news, de fausses nouvelles pour que la population se sente confuse. Donc, il est important de dénoncer. En Europe, comme avec vous en France, mais pas seulement, dans le monde entier, dénoncer cette situation qu'il y a au Brésil, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ce que la camarade Nivea a dit à propos de la diffusion de nos sites, de nos publications, de nos écrits, c'est aussi extrêmement important pour que on amène la lutte du Brésil et des travailleurs et des mouvements sociaux brésiliens vers un plus grand nombre de personnes possible aussi, pour que nous ayons chaque fois plus de force. Nivea parlait aussi de la persécution envers les gens qui luttent, mais aussi la persécution envers les mouvements, envers les entités, les mouvements. Nombre d'entre eux sont obligés de fermer parce qu'ils n'ont pas assez de soutien de la part de l'État, de manque de soutien financier aussi, et de base politique, comme on dit, hein, de travailleurs qui soutiennent les luttes, les causes. Donc c'est extrêmement important aussi, ce soutien à ces organisations, bien sûr dans la mesure du possible de votre part. Et comme la camarade, je ne sais plus son nom, quelqu'un a demandé tout à l'heure, quelqu'un a parlé des mobilisations dans le chat, je pense que les mobilisations internationales, elles aident à éveiller les consciences, à éveiller la population, et on a besoin aussi d'aller dans les rues. Et comme la lutte est mondiale, la lutte pour l'égalité et la lutte pour les améliorations de la vie de la population, elle est mondiale. C'est très beau de voir les gens du monde entier s'unir dans divers endroits du monde, une union autour d'une cause pour soutenir une situation, quelque chose qui se passe. C'est extrêmement important, ces questions. Le soutien des causes du Brésil pour les mobilisations, ces questions de la dénonciation de la situation brésilienne. Et donc voilà, c'est un petit peu ça ici que nous pensons. Christiane, pardon. Merci beaucoup, Christiane. Du coup, je passe la parole à Luis Tenderini pour qu'il aussi nous aide à réfléchir. On a déjà quelques éléments, c'est très bien pour penser. C'est un peu ce qu'on essaye de faire aussi au sein de la coalition, il faut dire, notamment via les baromètres pour dénoncer la situation qui se passe au Brésil, en s'appuyant notamment de vos productions et de vos regards et de vos avis et de vos récits autour de ce qui se passe au Brésil. Mais c'est vrai qu'on peut-être il faut penser à d'autres formes de publicisation de vos luttes en matière de résistance et donner encore plus à voir cette résistance foisonnante au Brésil. Donc, je ne prends pas plus la parole, je passe à Luis Tenderini. Merci beaucoup. Bon. Christiane, je suis d'accord avec pratiquement tout ce que tu as dit. C'est exactement ça. J'ai vécu au Brésil
pendant l'époque de la dictature. Je sais, à cette époque-là, on l'a expérimenté, c'est très important qu'à l'extérieur du Brésil, autres personnes, autres identités sortent, c'est qu'ils sachent ce qui se passe ici. Ouais, voilà. À cette époque de la dictature, il fallait qu'ils se sachent ce qui se passe au Brésil. C'est très important. Donc le travail que vous faites pour visibiliser ce qui se passe au Brésil, c'est très, très important. J'entendais tout à l'heure, je vois mon ami Chico du temps d'une commission qui me fait penser que c'est de cette époque. Ouais. Je me souviens que des manifestations de rue, les grands journaux européens, mondiaux, ont suivi ce qui se passait. Et ça a été grâce au fait qu'effectivement, il y avait une mobilisation en dehors du Brésil pour donner de la visibilité à nos luttes. Donc dénoncer ce qui se passe ici par des entités en dehors du Brésil, c'est fondamental, très important. Voilà, comme les actions du tribunal pénal international voilà, qui va amener Bolsonaro devant le tribunal pour génocide. Donc ça, c'est une pression. C'est pas voilà, que les autres pays se mobilisent. Voilà, dénoncer, c'est fondamental. C'est comme une personne de plus qui prend conscience de notre réalité. C'est une avancée. C'est une avance dans nos luttes, c'est une avance dans nos combats. C'est un avancement dans notre combat. Nous avons toujours besoin de ça et c'est urgent de dénoncer ce qui se passe. Et l'appui des organisations sociales, car les organisations sociales ici souffrent beaucoup de ça, des représailles du gouvernement. Voilà. Il y a beaucoup de militants qui souffrent en fait d'une persécution politique à cause de leur engagement. Donc il faut fortifier ce réseau international. C'est la chose la plus importante. Pouvoir répéter ce genre de discussion comme celle-ci avec d'autres entités à d'autres moments, c'est très important. C'est très important pour vous et c'est très important pour nous aussi. Donc, merci beaucoup. Mais merci beaucoup pour cette opportunité. Obrigado, Luis. Merci beaucoup, Luis. Alors, notre heure, elle coule. Et donc, du coup, on a l'espace de précision, mais on l'entame directement aussi avec l'espace de discussion pour qu'on puisse avoir au moins une discussion, qu'on ne soit pas que dans l'écoute attentive et intéressante et très importante, mais qu'on puisse aussi partager un peu. Et donc, on ouvre un peu la parole aux gens qui veulent poser des questions, qu'elles soient des précisions ou même avancer des points pour une petite discussion, un petit débat. J'ai vu que Amorivide avait levé la main. Je ne sais pas si Amorivide veut prendre la parole. Ça fait drôle comme expression. Amorivide quer falar? O seu microfone. Boa tarde a todos. Queria só fazer uma intervençãozinha nessa, dar uma proposta, né, de como as instituições francesas poderiam nos ajudar e também dar uma leve pincelada nessa questão da LGBTfobia, né? Acho que quem me conhece sabe, eu sou homossexual. Je veux juste que toucher la question qu'on peut aborder de la LGBT-phobie. De plus en plus, c'est une question d'actualité au Brésil. O Brasil
no Brasil mesmo, algum tipo de Au Brésil, c'est souvent un objet de violence psychologique. Et la référence, c'est qu'à chaque 23 heures, une personne LGBT est assassinée au pays. Par exemple, aujourd'hui, pendant l'actualité locale, ils ont déjà informé qu'aujourd'hui, une personne LGBT a déjà été assassinée. Et j'aimerais bien souligner cette question de la LGBTophobie, qui c'est une question assez prononcée dans les cas du gouvernement Bolsonaro. Au-delà de ça, on a aussi la violence contre les femmes, les féminicides, qui est de plus en plus significatif. Aussi la question des terres, des peuples autochtones et les conflits sociaux. Et moi, j'aimerais bien savoir comment les institutions internationales peuvent nous aider dans notre mouvement. Ça, c'est au travers des manifestations, puis de nos solutions, avec des notes de refus de toute l'intolérance, des préjugés, et de faire part de ça aux institutions compétentes. Nous, on l'a déjà fait, mais il est toujours bien d'avoir du soutien et de répéter ça parce que c'est en lutte constante. Je renforce la demande de Nivea d'avoir d'appui dans les réseaux sociaux et je demande aussi d'appui aux campagnes de plaidoyer. Mas se a gente conseguir, com essas ações, impactar a vida de pelo menos uma pessoa que pensa dessa forma, si chaque fois on prend ça en considération, ça c'est un gros pas en avancement. Merci beaucoup. Obrigado, Amor e Vida. Merci beaucoup. On laisse encore la parole pour quelqu'un d'autre veut intervenir ou veut rebondir et après on passe à nouveau aux intervenants pour qu'on fasse une sorte de bloc de questions, points de vue, des avis ou des commentaires. Donc n'hésitez pas, prenez la parole. Entre-temps, juste pour dire à nouveau que pour nous, pour la coalition, les questions de la population LGBTQI au Brésil sont très centrales. Pour ça aussi, à nouveau, je réitère qu'on avait invité Elisvan Guajajara justement pour parler de cette lutte aussi des populations LGBTQI, mais aussi en la liant aux luttes des peuples autochtones parce que les identités se croisent. Les personnes, elles représentent souvent beaucoup de dangers en fonction de comment elles sont perçues par des partisans de Bolsonaro. Et du coup, c'était une de nos intentions de faire intervenir là-dessus, mais comme j'avais dit, en fonction de sa résistance et de sa lutte, il est au village, il est au territoire, dans le territoire, et du coup, il n'a pas énormément de connexion Internet, ce qui est fort dommage pour nous, mais fort compréhensible vu leur niveau d'engagement et niveau de résistance au Brésil. Je vous rappelle aussi pour nos camarades brésiliens et brésiliennes lusophones, du coup, que vous pouvez, je vais mettre dans les chats à côté, vous pouvez aussi connaître nos actions de la coalition Solidarité Brésil en portugais, parce que notre site est aussi traduit en portugais, et notre baromètre est aussi traduit en portugais. Et donc, c'est une façon aussi qu'on essaye de aussi rendre accessible aux lusophones du Brésil et d'ailleurs. Du coup, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, questions, réactions, interventions. S'il y a quelqu'une qui a envie de prendre la parole, n'hésitez pas, parce on est déjà depuis 1h30, un peu plus d'1h30 ensemble, donc on va bientôt clôturer aussi. Donc, Anaïs, si tu veux prendre la parole, je t'en prie. Oui, je voulais prendre la parole par rapport à l'invité qui du coup n'a pas pu se présenter. Je pense qu'il est peu diffusé en France tout le combat actuel qui est fait par les peuples autochtones contre le projet de loi 490
et alors, tu l'as traduit par seuil temporel. En fait, les conséquences, elles sont extrêmement importantes parce qu'en fait, ça met en risque les terres indigènes qui sont déjà démarquées, mais qui ont été démarquées après la Constitution de 88, des peuples qui n'ont pas la preuve qu'ils étaient sur ces territoires au moment de la Constitution de 88. Et le projet de loi 490 va avoir aussi comme conséquence de légitimer toute l'exploitation minière illégale qui est faite actuellement et qui s'est intensifiée de manière énorme depuis le début du mandat de Bolsonaro, et l'exploitation forestière également, sachant que les terres indigènes, c'est prouvé depuis longtemps et c'est répété dans des rapports de l'ONU, sont les meilleures gardiennes de la biodiversité, que ce soit de la forêt amazonienne ou d'autres forêts au Brésil, parce qu'on entend beaucoup parler de la forêt amazonienne au Brésil, mais il y a aussi la Mata Atlântica et plein d'autres biomes où les peuples indigènes préservent cette biodiversité. Et je pense qu'en France, on mesure vraiment très, très mal l'impact que ça peut avoir au niveau mondial. En voyant tous les incendies qui ont eu lieu depuis le début du mandat de Bolsonaro, que ce soit en Amazonie ou dans le Pantanal, c'est extrêmement inquiétant, et je pense qu'on gagnerait à mettre plus de visibilité également sur ces mobilisations parce qu'elles concernent tout le monde et pas seulement les peuples indigènes. Merci pour l'initiative que vous avez mise en place. Merci beaucoup, Anaïs. Merci. Et puis comme ça, tu donnes un peu de présence à toutes ces questions qu'on avait aussi envie de visibiliser et qu'on aura sans doute l'occasion d'un peu plus discuter dans d'autres rencontres. C'est le but aussi. Il y a plein de thèmes qu'on aurait voulu aborder qu'on n'avait pas la possibilité d'aborder ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres... Il y a une question dans les chats oui. Sur la campagne OMPDJ. Du coup, on ouvre éventuellement la parole pour que vous puissiez parler d'elle. Ah, j'aimerais parler de la campagne dans laquelle... Oui, justement. Et Sergio qui a pu traduire. Chico, si tu veux en parler. Parce que je crois que c'est Chico qui a mis... Oui, j'imagine. Eu posso falar em português mesmo? Oui. Il y a quelqu'un du coup qui peut prendre la traduction, peut-être Sergio, si tu peux. Eu não sei se alguém já falou disso, mas está embaixo da minha foto aí, da minha imagem, OMPDJ. Uma campanha que se chama O Ministério Público. A tradução. Essa campanha é baseada na seguinte constatação, que se continuarmos falando somente de impeachment, isso vai demorar séculos, se é que vai acontecer algum dia. Alors, attends, je crois qu'il n'y a pas de traduction. Porque o Congresso, objetivamente... Je peux faire la traduction. Non, mais Sergio, je pense qu'il faut que tu te mettes sur le... Sergio Sur le canal. Falando muito no Brasil, é tirar o Bolsonaro, deixando ele sangrar bastante até as eleições de 2022. E aí ganhar dele nas eleições, com todas as dúvidas que se levantam nesse caminho. Essa campanha toma um terceiro caminho, é o caminho do processo criminal, que tem a chance... Attends, Chico, je crois qu'il y a un problème juste de traduction. De ser mais rápido que o impeachment. Attends, je me permets de prendre la main. En fait, c'est que Luis disait, c'est qu'il faut bien se coordonner. Precisamos tirar o Bolsonaro. Chico, um minuto, a gente não está escutando. Mais gente vai morrer. Se nós chegamos Espera, a 500 mil, tu peux attendre un peu. Nós vamos chegar a 1 milhão até 2022. Então, a ideia é encontrar um caminho que possa imediatamente afastar. E só com o afastamento dele se conseguirá, da maneira que se puder, uma saúde que diminua esse morticínio que está acabando no Brasil. Então, essa é a campanha
é pouco conhecida ainda no Brasil. Alors, attends, Chico? Attends, Chico. Alors, juste pour la traduction, Sergio, du coup, est-ce que tu peux, parce que je crois que tu n'étais pas sur le canal français. Sergio, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Sergio. Attendez, parce que du coup, il y a Chico qui parle encore et on n'entend pas Sergio. Sergio, je crois qu'il faut que tu te mettes sur Allô, le... Ouais. Mais j'ai changé de... Enfin, j'ai changé, je suis sur français. Ça, c'est bon, on t'entend. Ouais, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais. Donc, il faut qu'ils reprennent tout du début. Oui, alors, vas-y. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que j'avais rien fait. Hein. Je ne sais pas pourquoi, j'avais rien fait, je n'avais pas touché à quoi que ce soit. Ça a dû sauter à un moment donné. Pas de problème. Et du coup, Chico, tu peux remettre ton micro? Tu peux remettre ton micro? Et reprendre voilà. depuis le début. Merci. En fait, il y avait un problème de traduction. De reprendre ce que tu disais, parce qu'on n'a pas pu traduire. Não traduziram o que você falou. Teve problema, eles não puderam traduzir o que você falou. Bem, você quer que eu repita? Isso, por favor. Ah, bom. Eu vou falar mais calmamente. Donc, je vais redire ce que je viens de dire plus calmement. Donc, vous voyez sur mon image OMPDJ. Cela veut dire, oh là là, au ministère public dénonce tout de suite. Et cette campagne, elle est basée sur l'utilisation qu'il faudrait prendre pour enlever Bolsonaro avant son impeachment. Car nous pensons qu'on ne peut pas attendre 2022. Cela voudrait dire qu'on accepterait d'arriver à 1 million de morts. Tant qu'il sera au pouvoir, il détruira toutes sortes de campagnes, toutes sortes d'initiatives qui viseraient à diminuer la pandémie. Donc, de l'éloigner du pouvoir, c'est une condition pour nous en sortir. Autre chose qui nous préoccupe tous, c'est que tout ce qui se passe dans sa tête, il faut l'empêcher. Donc, on a cette crainte qu'en 2022, ils refusent d'accepter le résultat des urnes et qu'ils partent sur coup d'État à la façon bolivienne, donc avec le soutien des militaires et avec le soutien de toutes les populations qui ont cette haine du PT, de Lula et qui ont donc cette haine de la gauche. Si nous laissons que cela continue, nous allons arriver en 2022 à un vrai chaos au Brésil. L'armée est très partagée et ils ne pourront pas non plus retenir, empêcher tout ça. Donc, on va être face à une situation très difficile et ces deux points de vue sont fondamentaux pour nous. Il faudrait pouvoir faire pression sur le ministère public, sur tous les procureurs fédéraux du Brésil, donc pour qu'ils puissent, au sein du ministère public, pour qu'ils puissent faire pression sur Arras, donc le procureur général, pour que ça aille en Cour suprême et que le STF soit obligé de demander à la Chambre des députés la sortie de Bolsonaro et l'ouverture d'un processus d'empêchement de Bolsonaro par le Sénat. Voilà, il serait écarté du pouvoir déjà pendant 180 jours, ce qui nous laisserait la possibilité d'empêcher que chaque jour, plus de monde meurt. Et ce serait aussi une manière d'empêcher qu'il mène à terme son coup, le coup qu'il prépare déjà pour la fin 2022.
Moi, je n'ai pas pu, j'ai pas pu participer à toute la soirée. Je ne sais pas si certains ont déjà évoqué ces points-là, mais je trouvais que c'était important de parler de tout ça. Merci beaucoup, Chico. Nous, on arrive à nos 2 heures de discussion. Et comme on disait jadis, peut-être Chico et Louise ont déjà entendu, il faut toujours savoir finir une grève. Donc, il faut savoir finir aussi un débat. Donc, on arrive à la fin. Avant de clôturer quelques informations, on a mis sur les chats à côté certains liens vers le site internet de la coalition, le baromètre en portugais. Donc, on vous invite à regarder aussi d'informations des organisations qui composent cette coalition Solidarité Brésil. Donc, n'hésitez pas à aller dans leurs sites respectifs. Pas pour répondre, mais un petit point de complément sur ce qu'Anaïs parlait. On vous invite fortement aussi à regarder les sites de l'Observatoire de la démocratie brésilienne qui fait beaucoup d'informations, notamment sur la lutte des peuples autochtones au Brésil, en traduisant justement le matériel de la PIB en français pour diffuser ici dans le réseau. Avant de clôturer, Glauber, est-ce que je... aux intervenantes, mais juste le mot de la fin, pardon, le mot de la fin, si vous avez un mot pour qu'on puisse clôturer en beauté, un mot qui nous donne envie de rejoindre cette mouvance, ces soutiens et cette résistance dans l'avant-garde, dans l'arrière-garde, pardon, dans l'arrière-garde que nous on a ici, en France. Glauber, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non? On commence par Louis, les mots de la fin, et on passe à Christiane et Nivia à la fin. Je veux seulement vous remercier. Voilà, l'opportunité d'être avec vous. Merci pour l'invitation. Et voilà, et remercier pour cette initiative. Plus nous serons engagés dans cette lutte, plus vous allez nous fortifier ici au Brésil. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Merci. Merci Louis. Christiane, le mot de la fin. Alors, je voulais vous remercier pour votre invitation qui est venue de la part de Floriane, une grande amie de notre région, ce soir. Mais je voudrais tous vous remercier, tous les présents qui partagent la même lutte que nous pour un monde meilleur, pour un monde plus égalitaire. Et dire que malgré le contexte que nous savons est très mauvais, c'est vrai, on ne peut pas se mentir, mais on garde beaucoup de force, beaucoup de lutte, et comme le dit Paulo Freire ici, nous avons l'espoir du verbe espérer, pas du verbe attendre. On n'est pas en train d'attendre, on est en train de faire que les choses se passent et on sait qu'on compte sur votre soutien et sur votre aide. Donc on se reverra, qui sait, peut-être en présentiel aussi. Je vous embrasse tous fraternellement. Obrigado, Christiane. Merci, Christiane. Nivia, le mot de la fin. Je voulais aussi tous vous remercier, les camarades qui ont pris la parole aujourd'hui. Merci pour tout ce que vous avez dit. Je remercie également Glauber pour l'invitation. J'espère qu'on pourra renforcer tout ça. Et puis courage, espoir. Voilà, continuons de lutter. On va continuer. Ici, on est à la fois en deuil et en lutte. On est obligé d'apprendre avec nos militants. Et voilà. Continuons, n'abandonnons pas. On ne recule jamais.
Merci, Nive. Aux traducteurs et aux traductrices qui nous ont accompagnés tous les deux. Un grand bravo. Julien des traductions. Merci. On vous remercie chaleureusement. Sergio Chianca, Francis Brasilis, je rate les noms des gens, attendez. Élise. Et il y a Nanda. Et Fernanda. Donc on remercie. Et Elliot. Et Elliot. Donc on grand merci. Merci. Un grand merci. Bravo. Et puis merci à toutes et toutes d'avoir été là, de nous avoir accompagnés en France ou au Brésil. C'était un beau moment de se sentir regroupés malgré l'Atlantique qui nous sépare. Eh bien, écoutez, on va vous donner rendez-vous pour une prochaine Roda di Conversa, pour une prochaine rencontre peut-être en vrai un de ces jours. Pour ceux qui sont en France, sachez qu'à la fin de l'été, il y a l'Université des solidarités et des mouvements sociaux. Et comme coalition, on animera un module voilà, sur le Brésil et les résistances. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, à rejoindre cette université d'été si vous n'en avez pas encore entendu parler. Ce sera à Nantes. Ouais. Peut-être vous mettre, voilà, il y a le site si ça vous intéresse. Et puis, tous nos amis brésiliens, brésiliennes, on espère pouvoir vous rendre visite très bientôt. Très bonne soirée à tous et toutes. Rentrez bien chez vous. Ne vous perdez pas en route. Et à bientôt. Un abraço. À bientôt. Un abraço. Ciao. Abraço. Abraço. Ciao. Au revoir. Au revoir. Se alguém se Obrigado. interessar pela campanha que eu apresentei, existe site Quelqu'un s'intéresse à la campagne que j'ai présentée, il existe un site ocandinheiro.org. Vous verrez tout sur la campagne sur ce site. Pour Anaïs, je crois que c'est toi, Anaïs, qui cherchait. Je crois que du coup, ça doit être. Oui. C'est ça. Oui, merci, ouais. Merci. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée, rentrez bien. À bientôt. Bonne soirée, rentrez bien. Du coup, Tristan, je pense que tu peux arrêter l'enregistrement. Je pense. Ouais. Attends, je vais l'arrêter.